Salut la gang! Cette semaine, on se retrouve pour un épisode avec une personne particulièrement inspirante au Québec et j'ai nommé Catherine Franqueur. Catherine, depuis maintenant près de 10 ans, a sa chaîne YouTube, autrefois appelée Girly Addict, maintenant connue sous le nom de Catherine. Elle y présente du contenu qui est fidèle à ses valeurs, qui est fidèle à son évolution en tant que personne. Maintenant qu'elle entre dans la vie d'adulte, ensemble, on discute de tout ça, de ses collaborations avec des grandes marques aussi, de ses accomplissements dans le domaine de l'écriture. En bref, c'est une discussion vraiment intéressante. Je suis encore sur le choc pour vrai. Cette fille-là est tellement relax, elle est smooth, elle est super sympathique. Même si elle dit qu'elle est plutôt gênée au quotidien, vous allez voir que ses propos sont super intéressants et elle s'exprime particulièrement bien. On en apprend plus aussi sur son copain Jay et leur relation à travers le podcast. Et sur ce, je vous invite à laisser un rating si jamais vous l'écoutez sur Apple Podcast ou toute autre plateforme qui vous permet de le faire. Sinon, si vous êtes sur YouTube, laissez un thumbs up, abonnez-vous, activez la cloche de notification et commentez ce que vous avez le plus aimé de notre discussion. Sinon, comme d'habitude, on a le compte Instagram du podcast qui est Jason Ambition Podcast, sur lequel vous pouvez retrouver des exclusivités par rapport aux prochains invités. Et sinon, vous pouvez aussi consulter mon propre Instagram qui est rosalie.boyer1. Des fois, je vous laisse des sneak peeks de qui s'en vient au podcast et ce qui nous attend. Donc, sur ce, je pense que ça fait pas mal le tour. Je vais vous laisser sur ma discussion avec Catherine et je vous invite à aussi écrire dans les commentaires qui vous aimeriez que je reçoive prochainement. Bon podcast! Allô, Catherine! Salut, ça va? Oui, toi? Ben oui, merci. À date, est-ce que tu as une journée chargée ou c'est pas si pire? Non, ça va. J'avais bien des tournages de vidéos cette semaine, fait que j'ai clenché ça. Là, j'ai du montage à faire, mais sinon aujourd'hui, c'est relax, il fait beau, c'est vendredi, on prend ça cool. Ouais. Est-ce que tu veux nous révéler un petit peu les vidéos que tu as tournées récemment, un petit scoop? Ouais, j'ai fait le ménage de ma cuisine. Ben, ménage, réorganisation de ma cuisine au complet. Fait que j'ai tout filmé de A à Z. Ça a pris 4 jours en tout et pour tout à faire. C'était quand même long, mais j'ai ça. Sinon, j'ai commandé plein d'items sur Instagram. Tu sais, on a tout le temps des publicités quand on regarde des stories. Ben là, Ouais. j'ai commandé des items de toutes les publicités que je recevais. Fait que là, j'ai tout reçu ça. Fait que j'ai déballé, j'ai regardé qu'est-ce que j'ai reçu, si ça valait la peine ou pas. Fait que j'ai hâte de mettre ça en ligne. Ça s'en vient. J'ai hâte de voir ça en tout cas. Là, tu nous as donné un petit indice par rapport à ce que tu fais dans la vie. Veux-tu expliquer c'est quoi ta chaîne YouTube, c'est quoi ton parcours par rapport à tout ça depuis les dernières années aux gens qui pourraient te connaître un peu moins? Oui, ben moi, en fait, j'ai commencé ma chaîne YouTube, ça fait 10 ans de ça déjà. En fait, moi, j'allais au cégep en communication, puis moi, je voulais faire de la télé. C'était vraiment mon plus grand rêve de faire de la télé. Puis je me suis dit, ben pourquoi je me lance pas une chaîne YouTube pour le fun? Tu sais, ça va me permettre de, bon, me familiariser un peu, d'être devant les caméras, de pas être trop stressée non plus parce que je fais ça dans ma chambre à temps perdu. Puis j'ai commencé ma chaîne YouTube à l'époque, il y avait très peu de YouTubeurs au Québec. Je pense qu'il y avait Cynthia Dulude, Alexandra Larouche, puis quelques autres qui font plus de vidéos aujourd'hui. Puis je me suis dit, ben garde, je perds rien de faire ça, on verra qu'est-ce que ça va donner. Puis finalement, rapidement, j'ai commencé à avoir des abonnés qui me suivaient. Je faisais surtout à l'époque des vidéos de maquillage, de mode, de beauté. C'était vraiment ça qui fonctionnait à l'époque. Puis rapidement, j'ai commencé à avoir une petite communauté. Les gens commençaient à me suivre puis à vouloir en apprendre un petit peu plus sur moi. Donc là, à ce moment-là, ben, j'ai développé un petit peu plus les sujets que je voulais aborder. J'ai toujours aimé maquillage, puis mode, puis tout ça, mais c'était pas mon créneau à moi. Donc, j'ai décidé de vraiment faire des trucs plus lifestyle, des conseils de vie, être un peu la grande sœur, si je peux dire ça comme ça, des gens qui me regardent. Puis là, ben, c'est ça, de fil en aiguille, ça fait 10 ans que je fais ça aujourd'hui. Dans les 6 dernières années, c'est mon métier, en fait, je vis de ça. Donc, c'est vraiment le fun de me dire que c'est vraiment juste une passion puis une manière de me familiariser devant les caméras qui m'a amené à tout ça aujourd'hui. Puis même si ça a évolué un peu, en fait, je fais plus du tout le même type de vidéo que je faisais avant, ben j'aime toujours autant ça. Justement, par rapport à ça, étant donné que ça fait maintenant presque, tu parlais de 10 ans sur YouTube, comment tu arrives à renouveler ton contenu pour qu'il suive ta progression aussi personnelle? Veux pas, toi, tu deviens une adulte. Comment tu réussis à incorporer ça à travers ton contenu? Mais c'est pas facile, honnêtement,
parce que le changement, c'est toujours difficile en sens où moi, bon, il y a quelques années, je dirais entre quand j'ai atteint le 100 000 abonnés jusqu'au peut-être 600 000 abonnés, c'était vraiment le pic de YouTube, en sens où c'était vraiment là qu'il y avait le plus gros intérêt. C'est là que j'ai gagné le plus d'abonnés le plus rapidement. Puis je faisais des vidéos très, très, très spécifiques comme des DIY de décoration pour décorer sa chambre, des astuces pour les filles, tu sais, qui étaient des vidéos super colorées, super bubbly, vraiment, là, pour les filles, que tu sais, le genre de vidéo feel good que quand tu passes pas nécessairement une bonne journée, ben, tu trouves ça le fun d'écouter ça parce que c'est esthétique, c'est coloré, il y a de la belle musique, c'est entraînant. Mais à un certain point, j'avais plus vraiment d'intérêt de faire ce type de vidéo-là parce que c'était plus justement dans mes champs d'intérêt. J'avais l'impression que j'avais épuisé absolument tous les sujets que je pouvais faire. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, décorer sa chambre, à un moment donné, ma chambre était pleine. Là, tu sais, je pouvais plus rien faire avec ça. Puis j'avais vraiment peur de changer de créneau, justement, parce que je me disais, les gens, ils me suivent pour ça. On me répétait souvent, ah, c'est le fun, tu sais, il n'y a pas beaucoup de YouTubers qui font ça, surtout pas au Québec. Fait que, tu sais, c'est stressant, je veux pas, parce que tu veux pas changer, tu veux pas décevoir les gens, mais à un certain point, le déclic s'est fait. Donc, moi, c'est ça, il faut savoir qu'au début, ma chaîne s'appelait Girly Addict parce que c'était à l'époque où les gens ne mettaient pas leur nom de famille sur Internet, puis ça fait juste 10 ans de ça, là. Mais les gens, ils voulaient pas mettre leur nom de famille sur Internet. Puis moi, je me retrouvais plus dans ce nom de chaîne-là. J'étais comme, c'est plus moi, ça n'a plus rapport. Fait que j'ai décidé de le changer pour Catherine, tout simplement. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, garde, je vais faire des vidéos que j'aime, des choses que moi j'ai envie, puis ceux qui ont envie de continuer à me suivre, bien, ils suivront. Puis ceux que ça les intéresse plus, bien, malheureusement, au moins, je vais continuer à faire des vidéos que moi, ils me font plaisir et que j'ai du fun vraiment à les filmer. Oui, définitivement. Puis étant donné justement que YouTube a eu un pic en popularité, vraiment, je dirais 2014 à 2018 peut-être, avec les gros meet-ups, les gros festivals pour rencontrer des créateurs de contenu, comment ça affectait ta santé mentale à l'époque? Est-ce que tu sentais vraiment que le contenu que tu produisais te ressemblait et que bâtir ta communauté, ça t'a changé? Ça m'a pas, j'irais pas jusqu'à dire que ça m'a changé parce que à cette époque-là, vraiment, comme tu dis, le pic de YouTube, c'est drôle parce que j'en parlais avec d'autres YouTubers il y a quelques semaines de ça, puis on disait que c'était vraiment comme le gros, c'était vraiment 2016-2017 où il y avait tous les gros festivals de YouTubers, il y avait les agences, puis tout ça. Puis à l'époque, justement, j'adorais faire le type de vidéo que je faisais parce que ben, non seulement c'était ça que les gens voulaient voir, mais j'avais vraiment du fun à produire ce type de contenu-là aussi. Fait que tu sais, je me forçais pas à faire quelque chose qui m'intéressait pas nécessairement, mais tu sais, c'est tellement le fun quand tu vas justement dans des événements puis tu rencontres des gens que tu peux pas parler normalement, puis tu sais, ben ils disent « Ah, j'ai aimé cette vidéo-là, c'était vraiment le fun, regarde, j'ai fait ça », puis ils te montrent des photos, puis c'est vraiment spécial comme feeling. Bon là, c'est sûr que dans la dernière année, il n'y a rien eu, évidemment, à cause de tout ce qui se passe dans le monde, mais c'est tellement spécial comme feeling, puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, je travaille de la maison, tu sais, la majorité du temps, autre que mon chum puis mon chat, je parle pas à personne dans le jour, tu sais, parce qu'on est juste les trois à la maison. Ton chat! Puis l'affaire, c'est que, ouais, et puis il me parle pas ma main, d'ailleurs. Mais non, c'est ça, fait que, tu sais, tu vois des gens, puis là, t'es toute la journée, t'es sur un go, puis tu sais, des fois, tu fais des meet-ups pendant 5-6 heures de temps. Le plus longtemps que j'ai fait, c'est 6 heures, puis tu le réalises pas, tu es juste tellement contente de voir des gens, puis de pouvoir leur parler, puis de faire des photos, puis tout ça. Puis là, l'événement se termine, puis là, t'es comme, oh, OK, hey, c'était fou comme journée, puis t'as pas réalisé qu'est-ce qui s'est passé. Puis même là, je veux dire, avec quelques années plus tard, on dirait que je ne réalise toujours pas qu'il y avait des gens qui se déplaçaient, tu sais, pour venir me voir, moi, qui prenaient du temps dans leur journée parce qu'ils avaient envie de me parler, ils voulaient prendre des photos avec moi, puis je vais toujours être tellement, tellement reconnaissante de ça. Là, c'est sûr, bon, dans les dernières années, il n'y a pas eu grand-chose, mais c'est certain que je serais super contente si jamais on avait des opportunités de refaire d'autres événements comme ça. C'est sûr que j'aimerais ça en refaire d'autres. C'était tellement le fun. Tu parles de ce sentiment d'adrénaline-là. Est-ce que c'est quelque chose dont tu t'ennuies? Comment tu perçois l'avenir de YouTube, étant donné que, justement, là, je pense à certains festivals qui ont été annulés au cours des dernières années, bien évidemment à cause de la COVID, mais aussi les autres années, c'est un petit peu moins populaire que pendant 2017-2018. Je pense que les gens vieillissent aussi. Comment tu perçois, toi, l'évolution de ta chaîne? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète, étant donné que le TikTok entre en jeu aussi? Il y a d'autres plateformes qui prennent la place de YouTube à l'époque.
Oui, ben c'est ça, il faut savoir que quand moi j'ai commencé YouTube en 2011-2012, il n'y avait pas, ou peut-être Netflix commençait, mais c'était vraiment pas aussi connu que qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Il n'y avait pas TikTok, il n'y avait rien, c'était comme YouTube et Instagram. Fait que quand les gens voulaient avoir du contenu puis se divertir, ben c'était pas mal les deux seuls endroits, tu sais, qui pouvaient le faire. Donc c'est sûr que c'était différent. Moi, j'ai toujours su que YouTube, c'était temporaire d'une certaine manière. Puis je le dis parce que on sait tous que dans la vie, je veux dire, j'essaie de trouver une manière de l'expliquer, tu sais, qui sonne pas défaitiste, mais je pense que tu vas comprendre qu'est-ce que je veux dire. Tu sais, je m'attendais à ce qu'à un certain point, il y ait un moins gros engouement pour Mhm. YouTube parce que c'est comme nous quand on regarde une série télé, tu sais, à la fin de, mettons, la saison 7 ou 8, ben là, tu as peut-être l'impression qu'ils ont fait le tour, t'attends le Ouais. nouveau, t'attends, OK, qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qu'ils vont faire pour rajouter un petit quelque chose. Fait que c'est un peu ça avec YouTube. Tu sais, veux pas, moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Donc, les gens, ben, ils m'ont vu passer de ma chambre à chez mes parents à mon premier appartement, l'achat de la maison, l'adoption de mon chat, puis tout ça. Fait que, tu sais, à un certain point, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, sans nécessairement dire qu'ils sont tannés, mais je veux dire qu'ils ont vécu puis ils ont grandi avec moi aussi, donc peut-être qu'ils ne sont pas nécessairement intéressés par ça, puis c'est vraiment correct aussi. Moi, c'est ça, j'ai un petit peu de la misère avec les gens qui mettent de la pression, c'est super toxique pour Mhm. les créateurs puis pour leurs abonnés de dire comme, ben là, comment ça, vous regardez plus mes vidéos, comment ça, vous avez plus d'intérêt envers moi. Moi, je considère que c'est normal, puis je me suis toujours attendue à ce que ce moment-là arrive aussi. Puis avant, je faisais vraiment comme une vidéo par semaine, deux, trois vlogs, puis tout ça. Mais aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins. Puis pas parce que j'aime plus ça ou par manque d'intérêt, juste parce qu'il y a tellement de bon contenu qui est publié, autant sur YouTube par les nouveaux créateurs qui sont arrivés, que sur Netflix, que sur, bref, TikTok, toutes les plateformes. Il y en a tellement que je considérais que personnellement, offrir une vidéo par semaine, j'avais pas assez nécessairement à raconter par rapport à ce que j'ai pu raconter dans les dernières années. Mais je suis super optimiste par rapport à ça parce que, tu sais, si je sais que les gens, ça les intéresse un peu quand on parle de chiffres puis d'argent puis tout ça. Mhm. Mais pour donner un comparatif, dans mon gros pic YouTube où je faisais des 3, 4, 500 000 vues par vidéo, ce qui est énorme, je faisais 3 fois moins d'argent avec les revenus YouTube que qu'est-ce que je fais aujourd'hui alors que je fais même pas 100 000 vues. Fait que c'est sûr que de ce côté-là, côté monétaire, parce que malheureusement, il faut en parler, ça reste que c'est mon travail, ça reste que c'est comme ça C'est que ton je fais revenu, mon ouais. argent. Donc, si c'était plus rentable pour moi, ben, je le ferais plus malheureusement. Mais de ce côté-là, ça s'est vraiment amélioré. Fait que, oui, je fais moins de vues qu'avant. Oui, l'engouement est beaucoup moins grand, mais je peux très bien continuer à en vivre encore. Fait que c'est pour ça que je fais des vidéos vraiment que j'aime. Puis je me dis, ben, si ça ne fonctionne pas, si les gens ne sont pas intéressés, tant pis. Je vais donner l'exemple des DIY. Il y a 5 ans, c'était super populaire. Puis encore aujourd'hui, on me demande pourquoi tu ne fais plus de DIY, pourquoi ça fonctionne, pourquoi tu n'as plus envie d'en faire. Puis j'en ai fait une dans le temps des fêtes, puis la vidéo est là, je vais le dire carrément, la vidéo a flop. Ça n'a vraiment pas Mhm. fonctionné, les gens n'étaient pas intéressés par ça. Fait que c'est comme, ben regarde, j'ai eu du fun à faire la vidéo. Ceux qui voulaient la regarder l'ont regardée, puis on va laisser ça comme ça. C'est bien correct de même. Ouais, ben c'est sûr que l'audience que tu avais eue à l'époque de 2016, 2017, 2018 va vieillir avec toi aussi, donc veux pas, leurs intérêts vont changer. Là, tu parlais du côté monétaire qui, à l'époque, était encore plus bas que maintenant. Est-ce que c'est en raison des collaborations? Parce que là, les compagnies doivent savoir que les gens qui continuent de te suivre actuellement sont ceux qui t'ont suivi au cours de ta carrière et qui sont vraiment fidèles. Oui, ben en fait, sur YouTube, comment ça fonctionne, c'est vraiment par les annonces, dans le fond. Donc, pour, mettons, je ne sais pas, 1000 vues, tu vas faire un montant X. Fait que, mettons, ça peut être 1 $, 2 $, 3 $, peu importe. C'est juste qu'avant, c'était plus bas. Là, aujourd'hui, c'est plus haut. Donc, pour plusieurs raisons, ça dépend toujours. Tu comme là, au mois de décembre, ce montant-là, par 1000 vues, ben, il est toujours beaucoup plus haut parce que c'est le temps des fêtes, parce que les annonceurs Mhm. ont beaucoup de publicité à mettre. Tandis que, bon, en janvier, février, c'est pas un secret, c'est beaucoup plus bas parce que c'est la période après les fêtes. Mais sinon, côté collaboration, je dirais que je fais à peu près le même nombre de collaborations que je faisais avant parce que, veux pas, je suis toujours active sur mes chaînes. Ça fait longtemps que je fais ça. Il y a des gens
qui me suivent depuis des années. Donc, c'est sûr que c'est un bel avantage parce que si je peux, tu sais, je veux pas que ça sonne comme de la vantardise parce que c'est pas ça, mais je pense que les marques qui Non, mais on savent que, tu sais, comprend. après tout ce temps-là, ils peuvent avoir confiance en moi, ils ont confiance en qu'est-ce que je présente, la manière dont je vais le présenter. Puis j'ose espérer aussi que mes abonnés ont confiance en qu'est-ce que je leur propose. Tu sais, jamais je ferais des collaborations de quelque chose qui fonctionne pas ou qui m'intéresse pas. Tu sais, d'ailleurs, j'ai dit non à une collaboration récemment parce que le produit m'intéressait. C'était une crème pour la peau. Je vais pas dire la compagnie, mais c'était une crème pour la peau que j'avais déjà utilisée, que j'aimais bien. Mais quand je regardais toutes dans le fond, ils te donnent un document, tu sais, avec les informations que tu dois dire. Mais là, ça mentionnait comme, mais là, Catherine doit porter un chandail blanc pour parler de la crème. Il faut qu'elle mentionne ça, 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 ça. Puis, je n'étais pas à l'aise parce que c'est comme, mais si j'ai pas envie de porter un chandail blanc pour ça, tu sais, c'est con parce qu'on parle juste d'un chandail, tu sais, mais j'ai pas envie de me faire mettre des mots dans la bouche puis de me faire dire comme, ben là, il faut que tu portes ça, il faut que tu fasses ça. Tu sais, moi, j'aime ça avoir mon élan créatif, me permettre d'en parler de la manière dont j'en ai envie puis la manière que moi, j'aimerais me faire parler de tel produit, tu sais. Fait que c'est une balance qui n'est pas toujours facile à atteindre, je dirais, parce que, ben, comme on a dit, c'est mon salaire, c'est mon travail, mais c'est vraiment important pour moi de pas accepter des collaborations que je ne serai pas à l'aise puis que je ne suis pas sous tous les aspects, que, tu sais, soit que je pense que mes abonnés apprécieront pas ou que moi, je ne suis pas à l'aise avec la compagnie ou je ne suis pas à l'aise avec les demandes de la compagnie. Puis est-ce que ça a toujours été comme ça ou au début de ta chaîne, c'était plus nouveau, c'était plus nouveau, c'était beau, puis enfin des compagnies qui veulent collaborer avec moi, donc tu avais plus tendance à accepter un peu toutes les propositions qui te passaient par les mains? J'ai jamais accepté quelque chose que dans le fond, j'ai aucun regret côté collaboration, jamais. Il y en a certaines que ça a été plus difficile que d'autres, mais au final, on a toujours réussi à s'entendre pour trouver quelque chose qui allait fonctionner. Par exemple, j'ai souvent donné cet exemple-là, mais je travaillais avec une compagnie de cosmétiques, puis à un certain point, pendant notre collaboration, tu sais, c'était, je pense, 2 vidéos, quelques photos Instagram. Puis là, ils ont dû, je ne sais pas pourquoi, quelle raison, mais ils ont dû changer plusieurs aspects dans le contrat. Puis là, j'avais plus le droit de mettre aucune autre marque dans la vidéo. Mais tu sais, je filmais une routine du soir pour Ouais. présenter des produits pour la peau. Donc, bon, évidemment, je ne présentais pas des produits pour la peau qui étaient compétitifs à cette marque-là. Ça faisait aucun sens. Mais je n'avais pas le droit d'avoir, par exemple, une marque sur mon chandail ou la marque de mon réfrigérateur. Puis moi, ça faisait aucun sens pour moi parce que c'est juste, voyons donc, tu sais, je veux dire, je comprends une marque compétitrice, ça fait amplement du sens. Mais là, la marque de mon frigo, je veux dire, ça ne va pas venir faire compétition, tu sais, à tes produits pour la peau. Fait que j'ai dit à la compagnie, ben c'est malheureux, mais tu sais, moi, je ne peux pas mettre la vidéo en ligne comme ça, c'est contre mes valeurs. Je ne vais pas mettre un gros carré flou sur la marque de mon frigo. Tu sais, les gens vont juste plus le remarquer que ça. Fait que finalement, j'ai refilmé la vidéo au complet avec d'autres produits carrément parce que je voulais pas scraper la vidéo. Tu sais, j'étais contente de qu'est-ce que ça donnait. Puis finalement, la marque, ils me sont revenus puis ils ont dit, garde, OK, c'est correct, on va l'accepter pour ça. Tu sais, on va finaliser le contrat. Puis, fait que, tu sais, j'aurais très bien pu faire comme moi, OK, c'est bon, on va laisser ça, ça me dérange pas. Mais moi, c'est super important, tu sais, qu'on tienne notre bout. Puis quand il y a quelque chose qui est important pour nous, ben c'est ça, on veut que ça reste là. Mais non, je pense que j'ai jamais rien accepté qui me fait regretter aujourd'hui ou quelque chose que j'aimais pas ou quelque chose que j'aurais pas voulu promouvoir. T'sais, comme récemment, je me suis fait proposer de me faire envoyer du craft dinner, mais j'aime pas le fromage. Fait que c'est sûr que j'allais pas dire oui juste pour le recevoir. C'est comme, ben, Mhm. c'est malheureux, c'est rien contre votre entreprise, mais c'est moi, j'aime pas le fromage. Fait que c'est sûr que je vais pas en parler. C'est tellement le rêve de plusieurs personnes en plus du craft dinner. Une collaboration avec Ouais. Craft Dinner. Mais je pense que c'est ce qui se distingue aussi à travers votre contenu. J'ai l'impression que, vu que Jay fait beaucoup vos visuels aussi, vous avez vraiment une marque de commerce. Jay, c'est son copain, pour ceux qui connaissent un peu moins Catherine, et il l'aide beaucoup à travers sa création de contenu. Est-ce que, justement, ça, c'est très important pour vous? J'ai l'impression que c'est une grosse valeur de, veux pas, votre entreprise. Oui, absolument. Nous, ben, en fait, moi, c'est ça. J'ai commencé ma chaîne YouTube toute seule au tout départ. Quand j'ai rencontré Jay, 2 ans après la création, ben, lui, il était super intéressé par ça aussi. Fait En qu'il quelle m'a dit, année ben, tu sais, je environ? vais t'aider un peu ici et là. En 2012, OK, mi-2012 à peu près. ça fait un Fait petit bout, que hein, quand même. aussitôt,
Ouais, ça fait 8 ans de ça. Fait que quand on a commencé à sortir ensemble, ben, tu sais, il m'aidait un petit peu ici et là. Bon, ça a commencé avec, il filmait des vidéos pour moi, il m'aidait, puis tout ça. Puis à un certain point, ben là, j'ai atteint le 100 000 abonnés sur ma chaîne principale, puis il m'aidait toujours tout autant avec tout ce qui est le contenu, justement, visuel, effets spéciaux et tout ça. Puis on a fait notre chaîne de vlog à deux, Kat et Jay, puis ça a super bien fonctionné aussi. Donc, à ce moment-là, on s'est dit, tu sais, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça les deux ensemble? Donc, on a incorporé notre entreprise, en fait. Puis là, aujourd'hui, les deux, on fait ça. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai tendance à dire ma chaîne principale, mais je veux dire, on a 3 chaînes YouTube, les deux ensemble, puis ce sont nos chaînes à tous les trois. Tu sais, c'est juste, j'en ai une que c'est mon contenu à moi, une qui est le sien, puis une qui est ben, notre chaîne de vlog, en fait. Fait que non, c'est super important pour nous. On voit... comment je pourrais dire ça? On est super content de pouvoir offrir du contenu de qualité, peut-être un petit peu moins souvent que ce qu'on faisait avant, mais absolument tous les morceaux de contenu qu'on met en ligne, c'est qu'ils ont été travaillés puis qu'on est super fiers de les mettre en ligne. C'est arrivé vraiment souvent qu'on fasse un contenu puis on est comme, ouais, non, finalement, on n'est pas satisfait. Fait qu'on a décidé de ne pas le publier puis de ne pas le mettre en ligne pour soit le refaire ou tout simplement juste annuler cette vidéo-là parce que ça ne nous correspondait pas. Puis c'est le fun, on est vraiment une bonne team, je pense. On a du fun à faire ça les deux ensemble. Justement, par rapport à ça, comment vous réussissez à tracer une délimitation entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle? Est-ce que des fois, c'est une cause de conflit? J'irais pas jusqu'à dire que c'est une cause de conflit, mais mettons, si tu nous demandes comment est-ce qu'on délimite ça, la vraie réponse, c'est qu'on le délimite pas. Tu sais, je veux dire, on est un couple, on habite ensemble, puis on travaille dans la même maison. Fait que c'est sûr qu'à un certain point, je veux dire, c'est rare qu'on est capable de se couper entièrement puis dire comme, OK, ce soir, on fait absolument rien. On est capable de le faire si le besoin est là, mais la réalité, c'est qu'on est bien là-dedans, puis on aime tellement qu'est-ce qu'on fait qu'on n'a pas, puis je sais que c'est super cliché de dire ça, mais on n'a pas l'impression de travailler, tu sais. Fait qu'on on est content, tu sais, de se dire comme, bon, ben, regarde, ce soir, entre 8 et 10 heures, on va filmer tel morceau de contenu pour son Instagram ou mon Instagram, peu importe. Puis on est vraiment capable justement d'être bien là-dedans, puis d'être heureux de cette manière-là. C'est sûr que si ce n'était pas le cas, ben, ce serait différent. Mais c'est sûr que dans le temps où on habitait dans notre ancien appartement, puis nos ordis étaient dans le salon, je dirais que c'est plus difficile parce que là, tu as tout le temps l'impression que tu n'es jamais à off. Tu sais, c'est tu manges, puis tu as ton ordi devant toi. Tandis que là, on a notre bureau, tu sais, à l'étage dans notre maison. Fait que, tu sais, on est comme, au moins, on a vraiment notre endroit où est-ce que, tu sais, on sait que c'est là qu'on travaille, puis on est vraiment mieux avec ça aussi. Mais c'est ça, la réalité, c'est qu'on aime travailler, on aime qu'est-ce qu'on fait, fait qu'on le voit pas vraiment comme un fardeau, si je peux dire ça comme ça. Puis c'est drôle parce que c'est rare qu'on se chicane, mettons, au personnel. C'est s'il y a des accrochages, c'est vraiment à cause du travail. Mais c'est pas en tant que couple, c'est vraiment en tant que partenaire d'affaires. Puis ça, on est vraiment capable de faire la différence. C'est comme si on va s'ostiner sur un sujet en particulier parce que les deux, on n'est pas d'accord. Puis 5 minutes après, ben, c'est comme si de rien n'était parce que c'est le KTJ du travail, mais le KTJ de la vie régulière, eux autres, on est comme, c'est un problème qu'on réglera au travail, ça. Fait qu'au moins, inconsciemment, vous réussissez à faire la différence dans votre tête, là. Vous avez l'air d'être des gens très travaillants et déterminés aussi. Tu parlais de travailler de travailler de 8 à 10 heures un soir ou quoi que ce soit. Jusqu'à combien d'heures par semaine vous pouvez travailler? J'imagine que vous avez un horaire qui n'est pas nécessairement quotidien ou quoi que ce soit. C'est pas une routine parce que c'est vous qui gérez vraiment votre contenu. Vous êtes plus du type entrepreneur. Oui, c'est ça exactement. Puis c'est un gros avantage en fait parce que l'affaire, c'est que nous, on n'est vraiment pas matinal, mais pas pour une scène, là. Vraiment, vraiment pas. Fait que tu sais, c'est sûr que moi, me lever à 7 heures le matin, c'est juste impossible pour moi. Je ne peux physiquement pas. C'est vraiment difficile. Fait que tu sais, le fait qu'on peut se réveiller à 9 heures puis commencer à travailler à 10 heures, ben c'est un énorme avantage. Puis je vais toujours être reconnaissante de ça. Tu sais, c'est le fun de pouvoir travailler de la maison, de pouvoir être en pyjama si ça ne te tente pas de t'habiller. Mais la réalité, c'est qu'on travaille un petit peu tout le temps, constamment. Tu sais, comme hier, on n'a vraiment pas une journée typique. Tu sais, on s'est levé, Jay il avait des meetings, fait qu'il a fait ça, ses appels. Moi, j'ai répondu à des courriels. Après ça, on est allé finir de filmer des trucs pour ma vidéo. On a déjeuner, dîner ou souper, je sais pas, à comme 3 heures. J'ai fait une sieste dans l'après-midi parce que j'avais comme
J'étais vraiment fatiguée. Puis après ça, ben, on a retravaillé jusqu'à comme 2 heures du matin. Fait que, tu sais, ça dépend tout le temps. Autant des soirs que, tu sais, on peut avoir une journée plus classique, tu sais, quand on a besoin, mettons, de lumière pour filmer ou pour prendre des photos. Évidemment, là, on va le faire dans le jour. Mais j'avoue que les deux, on est quand même des oiseaux de nuit. On est bien, bien efficace tard le soir. Fait que c'est pour ça que c'est bien qu'on peut se lever plus tard le matin, tu sais, parce qu'on n'a pas à fermer notre créativité, si je peux dire ça comme ça, sous prétexte qu'il faut se lever tôt le matin. T'sais. Moi, quand j'écris, souvent, ben, c'est soit très tôt le matin, des fois, comme j'ai des bulles, puis c'est comme, non, ce matin, il faut que je me lève à 9 h, à 8 h, 9 h. Puis là, je vais écrire vraiment toute la journée. Comme des fois, je commence à minuit le soir, puis j'écris jusqu'à 4 h du matin parce que, hey, c'est là que j'ai de l'inspiration. Fait que vraiment, on le prend quand ça vient. Oui, mais je pense que c'est la meilleure manière de le faire aussi. Justement, là, tu mentionnes que tu écris. Est-ce que tu voudrais nous en dire un peu plus par rapport à ton processus d'écriture? Tu as sorti 3 tomes de Elsie récemment qui sont des best-sellers au Québec et aussi Dans la tête d'Anna. Veux-tu nous en dire un peu plus par rapport à ça? Oui, ben dans le fond, moi j'ai toujours aimé lire d'aussi loin que je me souvienne. Je lisais, puis j'ai toujours dit que je voulais écrire un livre, même c'est ça, dans mes premières vidéos tu sais, que j'ai faites ben, peut-être pas les premières, là, mais mettons 2013, 2014, 2015, tu sais, je disais Le titre justement de que je rêvais l'idée. d'écrire un livre. Puis, non, je pense qu'elle est encore en ligne, celle-là, en fait. Je suis pas certaine. Mais en tout cas, à quelque part, j'ai dit que je rêvais d'écrire un livre, mais j'ai jamais pris la peine vraiment de faire ça. Puis, ma meilleure amie, c'est drôle parce que depuis qu'on est comme au secondaire, j'y envoie toujours au moins une fois par année des ébauches de livres que je commençais, puis elle les lisait tout le temps, puis elle me donnait des conseils. Puis, je finissais tout le temps par les abandonner parce que j'avais pas d'inspiration, puis je savais pas où est-ce que je voulais m'en aller avec ça. Puis, il y a quelques années de ça, je travaillais à l'aubainerie. J'étais conseillère dans un département pour ados. Puis, j'avais une de mes collègues de travail, Francine, qu'on était super proches. On est vraiment devenues des bonnes amies. Puis, c'est drôle parce qu'elle avait dans la soixantaine. Puis, moi, j'avais début vingtaine. Mais on est tout de suite devenues comme super bonnes amies. Puis on a travaillé ensemble pendant 3 ans et demi, presque 4 ans. Puis c'est ça, on s'aimait vraiment beaucoup. Puis moi, je lui disais à quel point je voulais écrire des livres. Elle aussi, elle écrivait. Fait qu'on s'envoyait ici et là des petits chapitres de livres. Puis quand j'ai quitté l'aubainerie, dans le fond, pour me consacrer à YouTube à temps plein, Francine a quitté aussi malheureusement parce qu'elle a été diagnostiquée d'un cancer. Puis on a continué à se voir quand même ici et là, même si je travaillais plus là. On allait prendre des cafés, on allait déjeuner, puis tout ça. Puis, ça va faire 4 ans de ça déjà, ben, pratiquement en fait, puisque c'était au début du mois de mars, mais malheureusement, Francine est décédée des suites de son cancer. Puis ça m'a vraiment fait de la peine. T'sais, moi, c'était la première fois que j'étais touchée par la mort. Je veux dire, j'ai pas connu personne d'autre de proche qui est décédé. Puis ça m'a vraiment affectée parce que la seule chose que je pensais, c'est j'ai parlé le mois passé quand on s'est vu, j'ai dit encore à quel point que je voulais écrire un livre, puis c'était mon rêve. Puis là, ben, est morte, puis elle ne pourra jamais lire qu'est-ce que j'ai écrit, Ouais. tu sais. C'est là que l'idée m'est venue en tête. J'avais une seule phrase, puis c'était « Et si j'écrivais un livre sur l'histoire d'une fille qui perd sa meilleure amie, qui est décédée et qui a envie de lui dire au revoir. » Moi, j'ai toujours aimé tout ce qui est paranormal, horreur, suspense, puis c'est ça qui m'a donné l'inspiration d'Elsie, justement. Je me suis dit, je vais prendre une fille de 17 ans que sa meilleure amie, je vais l'appeler Francine, en hommage à ma Francine. Puis son amie, c'est ça, plus âgée, elle décède subitement. Puis comme Elsie n'a pas pu lui dire au revoir, ben, elle va aller acheter une planche de Ouija pour pouvoir lui parler dans l'au-delà. Fait que c'était la seule phrase que j'avais vraiment. Puis j'ai commencé à écrire le livre. J'ai voyagé beaucoup cette année-là. Fait que c'était vraiment mon projet d'avion. J'étais allée en Europe plusieurs fois. Puis c'est quand même 6-7 heures de vol. Fait que j'écrivais mon livre dans l'avion. C'était vraiment comme mon petit projet ici et là. Puis à un certain point, ben là, je me suis rendu compte que mes phrases devenaient des chapitres. Puis mes chapitres, ben, ça commençait à s'en venir plus proche d'un livre, en fait. Donc, avec mon agence à l'époque, on a contacté une maison d'édition. Puis j'ai tout de suite eu un gros coup de cœur avec eux. Ils étaient emballés par mon projet. Moi, j'avais super hâte de pouvoir le continuer. Fait que c'est comme ça qu'est né le premier tome d'Elsie. C'est drôle parce que j'ai travaillé sur le livre en fait pendant 2 ans avant qu'il sorte. Puis j'en avais pas parlé à personne. Personne littéralement était au courant.
Fait que j'avais super peur de l'annoncer parce que j'étais comme, c'est tellement différent. Je fais tellement des vidéos lifestyle, puis c'est pas, j'ai jamais vraiment parlé du fait que j'aimais, tu sais, les films puis les livres d'horreur puis tout ça. Fait que je me demandais comment les gens allaient le prendre, mais finalement, la réponse, elle a été 1000 fois plus positive que ce à quoi je m'attendais. J'étais vraiment pas prête à ça. Excuse-moi. J'étais vraiment pas prête à ça. Donc, aussitôt, je pense, la première fin de semaine que le livre est sorti, il était sold out partout. On n'en avait pas imprimé des énormes quantités parce qu'on n'était justement pas certains. Mais là, il a fallu qu'on aille le faire réimprimer tout de suite. Là, ma maison d'édition était comme OK, mais là, il faudrait s'attaquer au tome 2 quand même parce qu'il faut qu'il sorte éventuellement. Puis c'est comme ça qu'est née la saga Elsie. Je savais que ça allait être 3 tomes. Fait que quand j'ai terminé le 3e tome, j'étais comme OK, maintenant quoi? Tu sais, il me faut autre chose. J'aime trop écrire. Je peux pas juste finir au tome 3. Il faut vraiment que je continue avec ça. Puis c'est là, à force de jaser un peu. Je savais que je voulais plus écrire dans le paranormal parce que je me disais, avec 3 tomes, je pense que j'ai écrit qu'est-ce que je voulais écrire. Puis, je veux dire, à un certain point, il y a des limites à ce que je peux faire vivre à la pauvre Elsie qui en a vu pas mal sur le paranormal dans les 3 tomes. Fait que j'avais envie d'y aller plus jeunesse un peu. Tu sais, moi, j'ai grandi avec Aurélie Laflamme. C'était vraiment... j'ai adoré lire ces livres-là. Puis j'avais un petit peu envie, tu sais, de me ramener à mon adolescence, en fait, tu sais, c'est une période que j'avais bien aimée dans ma vie. Fait que c'est ça, j'avais envie un petit peu plus simple, si je peux dire ça comme ça. Tu sais, laisser les esprits de côté puis y aller avec plus la période ado. Ouais, d'y aller avec du contenu un peu plus léger. Donc, je vois que c'est une manière aussi de te renouveler à travers ça. Est-ce que c'est un projet que tu avais toujours envisagé? Tu parlais du secondaire quand tu envoyais des chapitres à ton ami, mais maintenant, est-ce que tu pensais que ça allait vraiment être concret un jour? Est-ce que tu le réalises encore aujourd'hui? Non, je pensais pas que ça allait être concret parce que même quand j'ai commencé à écrire Elsie, c'était très flou dans ma tête encore. Oui, je rêvais d'être publiée, c'est sûr et certain, mais dans ma tête à moi, c'était très inatteignable comme rêve. Tu sais, c'était vraiment, c'était quasi impossible même. Puis je te dirais, le feeling quand tu tiens ton livre dans tes mains la première fois, c'est juste incroyable. Puis là, je suis rendue avec Anna, c'est le 4e, là, le tome 2 de cette série-là va sortir au printemps. Puis c'est encore la même chose. Tu prends ton livre dans tes mains, puis c'est comme, tu as l'impression que c'est ton enfant presque, là, parce que c'est juste, c'est fou de te dire que quelques petits mots qui sont écrits dans un document Word, ben, ça vient ce livre physique que tu peux trouver dans les librairies. Fait que c'est vraiment spécial comme feeling. Puis je pense que je m'en remettrai jamais, honnêtement. Puis pour ça, je pense pas non plus que je vais vouloir arrêter d'écrire. J'aime trop ça pour le moment. Même qu'après Anna, j'ai plein d'autres idées. J'ai tellement de choses que je veux écrire, des trucs qui sont complètement différents, qui sont peut-être pas nécessairement des romans aussi. Je pense que j'ai toujours su que j'avais une passion là-dedans, mais je pense que le fait d'être publié, ça a vraiment réveillé tout ça. Puis ça fait que, je sais pas, j'aime encore plus ça. Donc, ça t'a permis de retrouver la petite adrénaline de quand tu publiais tes premières vidéos YouTube aussi, que tu y avais investi beaucoup d'efforts. Tu parlais que dans la tête d'Anna, c'est un peu une représentation de ton adolescence, que tu as eu une très bonne adolescence. Comment tu étais à l'adolescence? Qu'est-ce que tu dirais à la Catherine de l'adolescence si tu pouvais lui parler? Fais-toi confiance parce que je me faisais zéro confiance. Dans le fond, le personnage d'Anna, Annabelle, est vraiment inspiré de moi parce que, tu sais, j'avais une belle adolescence. Je veux dire, je m'entendais bien avec mes parents, ça allait relativement bien à l'école, j'avais des bonnes amies, mais je trouvais que ma vie était plate. Tu sais, j'avais rien de vraiment intéressant qui se passait comme la majorité des gens, là. Je veux dire, on se le cachera pas, là. Même moi, tu sais, les gens sont comme, ah oui, mais toi, ouais, mais la majorité de mon temps, comme j'y passe chez nous en pyjama, comme à faire du ménage, puis à filmer, puis à écrire. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est pas super palpitant non plus. Mais c'est ça, j'avais aucune confiance en moi quand j'étais au secondaire. Je me comparais tellement, puis ça, ben, je veux dire, je pense que malheureusement, c'est humain, là. On est plusieurs, même encore aujourd'hui, tu sais, j'ai tendance malheureusement à vouloir me comparer aux autres, mais c'est tellement toxique de faire ça parce qu'on roule toutes à notre propre vitesse, on a tous des trains de vie qui sont différents, on a tous des objectifs qui sont différents, puis c'est pas parce que quelqu'un a accompli plus que ce que toi, tu as l'impression d'avoir fait que c'est pas la même chose pour toi. Donc, puis ça, je pense que c'est un conseil que je me donnerais à
moi il y a 10 ans, mais je pense que n'importe qui peut bénéficier de ça parce que surtout en plus avec les réseaux sociaux aujourd'hui, là, je veux dire, en un clic, tu peux littéralement te comparer à n'importe qui, puis je veux dire, c'est destructeur pour la santé mentale à un certain point. Donc, c'est un petit peu l'aspect que je voulais amener aussi dans la tête d'Anna, parce que ça reste que, ben, comme j'ai dit tantôt, j'ai adoré Aurélie Laflamme. Mais le tome 1, il est sorti dans un moment où les jeunes n'avaient pas vraiment de cellulaire. Tandis que je veux dire, à 14 ans, aujourd'hui, la majorité des gens ont un cellulaire, puis c'est plus une question. Je veux dire, c'est pas mal normal pour tout le monde. Mais moi, à mon époque, c'était pas à mon époque, je parle comme si j'avais 40 ans, mais c'était pas ça. Tandis qu'aujourd'hui, ben, je veux dire, non seulement tout le monde a un cellulaire, mais tout le monde a accès au savoir du monde entier, puis à la vie, puis aux photos de tout le monde sur Instagram. Donc, c'est quelque chose qui est important pour moi d'aborder aussi parce que, tu sais, j'ai beau dire, bon, moi, quand j'étais au secondaire, c'était Pixo puis Skyrock qui était populaire. Il n'y avait pas encore Instagram puis tout ça, mais tu sais, même à cette époque-là, on pouvait facilement se comparer aux gens. Donc, j'imagine même pas aujourd'hui où tu peux parler à des gens physiquement en temps réel. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais développer avec l'histoire. Puis, à l'époque, est-ce que tu te serais imaginé, là, tu parlais de travailler en télé, est-ce que tu te serais imaginé être la personne que tu es en ce moment ou jamais ça t'aurait passé par la tête? J'imagine que YouTube était vraiment pas vu comme un métier à l'époque. Est-ce que tu regrettes de pas avoir été plus vers les médias traditionnels au lieu d'aller vers YouTube puis de faire ta propre marque? Je vais jamais la regretter parce que ça m'a tellement, mais tellement amené des choses exceptionnelles. Il y a des trucs que j'ai vécu que, je veux dire, jamais j'aurais pu vivre si j'avais été dans les médias plus traditionnels, tu sais. Parce que souvent, je donne l'exemple, tu sais, moi j'aimais beaucoup Marie-Mé. Ben, encore aujourd'hui, mais je veux dire, tu sais, quand j'étais jeune, vraiment, mon idole, c'était Marie-Mé. Mais je pouvais pas lui envoyer un message, puis il y avait aucune chance qu'elle me réponde, autre que si je lui envoyais une lettre. Tandis qu'aujourd'hui, ben, tu sais, tu peux écrire à n'importe qui, puis n'importe qui peut te répondre. Tu sais, même moi, encore aujourd'hui, des fois, je réponds à des messages de YouTube, à des stories de YouTubers que j'aime beaucoup, qui ont comme 1-2 millions d'abonnés, puis quand ils me répondent, c'est comme « Oh mon Dieu, elles m'ont répondu! » Fait que je veux dire, c'est ça qui est le fun, puis jamais j'aurais pu avoir cette proximité-là. Ben, peut-être un petit peu plus aujourd'hui, mais c'est sûr que, puis ça, c'est sans dénigrer les médias traditionnels, là, je veux dire, j'en consomme moi aussi, puis je veux dire, je pense que les deux, traditionnels et non traditionnels, on peut vraiment travailler ensemble, puis il y a moyen de faire quelque chose de bien, mais tout n'est pas fini non plus. Je veux dire, j'ai pas fermé la porte complètement. Tu sais, si j'avais l'occasion de faire de la télé, ben peut-être que je le ferais. J'ai toujours dit que j'aimerais ça écrire dans un magazine. Ben c'est pas, je veux dire, c'est pas une finalité non plus. Peut-être que je vais pouvoir le faire éventuellement. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pris le chemin que j'ai pris à l'époque. Tu sais, même si les gens ne comprenaient pas, quand j'ai décidé d'arrêter l'école pour faire ce temps plein, je veux dire, j'en ai eu des jugements puis des gens qui ne comprenaient pas puis étaient comme, OK, mais finis donc ton université, tu feras ça après. Puis là, tu essaies de leur expliquer comme, non, mais c'est là, c'est maintenant, c'est comme mes affaires roulent, tout va bien, puis c'est là que j'ai envie de le faire. Puis ben, mes parents, les premiers, là, ils étaient vraiment pas contents quand je leur ai dit que, comme 3 jours avant de recommencer l'université, comme, bon, papa, maman, j'arrête l'école pour faire YouTube temps plein. Mais tu sais, aujourd'hui, ils me supportent vraiment, puis ils sont vraiment contents de ce que j'ai fait. Puis bon, même encore, je me rappelle en 2012-2013, c'était super gênant de dire que tu avais une chaîne YouTube. T'sais, même moi, j'étudiais au cégep en communication. Puis à un moment donné, j'étais assise à table avec mes amis, puis il y a mon ami Philippe qui est arrivé, puis il était comme « Hey, tu m'avais pas dit que tu avais une chaîne YouTube, puis tu as envie de rentrer dans le plancher. » Mais finalement, tout le monde trouve ça cool, puis tout le monde trouve ça le fun, puis je suis encore super bonnes amies avec tous ces gens-là aujourd'hui. Fait que oui, c'est sûr que ça a beaucoup évolué, mais il n'y a rien que je ferais différemment, je pense. Si je pouvais revenir dans le passé, là, non, je pense pas. Je suis vraiment contente de tout ce qui est arrivé. Puis parmi les choses que ta chaîne YouTube t'a permis d'accomplir, qu'est-ce que tu es le plus fier d'avoir accompli? Est-ce que c'est d'avoir pu voyager? Je pense notamment en Europe, vu que tu avais ta chaîne aussi qui était vraiment populaire là-bas. C'est quoi tes plus grands accomplissements par rapport à ta chaîne que jamais tu aurais pensé que ça prenne place dans ta vie? Il y en a beaucoup, mais je pense que la chose qui a vraiment fait,
j'en perds mes mots, tu vois. Mais il y a 2 ans, en fait, Jay et moi, on a eu la chance de collaborer avec Disney. Et on a été invités pendant 5 jours dans leur parc en Californie, vraiment, toutes dépenses payées pour aller créer du contenu là-bas. Puis c'est un de nos plus beaux voyages à vie, absolument, mais c'est juste l'opportunité de pouvoir travailler avec Disney, qui est la compagnie qui fait rêver tout le monde depuis si longtemps. C'est juste incroyable. Puis encore aujourd'hui, je me pince d'avoir pu vivre ça. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'on était déjà allé à Disney avant, mais là, le fait de vraiment travailler avec eux, qui ont vu notre contenu, ils ont vu qu'est-ce qu'on faisait, puis eux, physiquement, ont eu envie de travailler avec nous. C'était vraiment incroyable. Mais aussi le fait d'être allé, tu sais, des festivals, puis des meet-ups au Québec, j'en ai fait une tonne, puis ça reste toujours parmi mes plus beaux souvenirs. Mais le fait d'être invité en France aussi pour un événement du même genre, c'est incroyable parce que tu es littéralement de l'autre côté de l'océan, tu connais pas personne, puis il y a des gens qui viennent te voir aussi. Donc, ça, c'était vraiment c'était quelque chose aussi. Puis, il faut dire que les meet-ups au Québec puis en Europe, c'est vraiment pas la même chose. Au Québec, tu sais, tout le monde est chill, là, je veux dire, tu sais, c'est de la mentalité très québécoise, je veux dire, les gens, ils viennent te voir, sont super polis, sont super gentils, tu as du fun avec eux, tu jases, tandis que quand je suis allée en Europe la première fois, je suis à l'accueil, on me donne mes enregistrements, puis tout ça, puis là, on me dit, bon, mais si tu veux sortir, il te faut un garde du corps, puis moi, quand on m'a dit ça, je suis partie à rire, parce que j'étais comme, ah oui, c'est drôle, un garde du corps, puis tout le monde est comme, non, ris pas, il te faut vraiment un garde du corps, puis j'étais comme... Ben oui, regarde, c'est sûr que c'est une joke. J'ai pas besoin de ça. Mais comme oui, effectivement, on a eu besoin de garde du corps si on avait besoin d'aller aux toilettes parce qu'il y avait, bon, premièrement, il y avait comme 10 fois plus de personnes que, mettons, dans un Oh My Fest. C'est sûr que c'était pas la même chose. Ils ont plus de population en Europe. Mais c'est juste, ça faisait des attroupements tellement rapidement. Quelqu'un te voyait, puis un autre, puis un autre. Puis là, à un moment donné, tu avais comme 50 personnes alentour de toi, puis tu es juste comme Oh my God, tu sais, je sais plus comment réagir. Fait que c'est super différent aussi. Mais ouais, ça a été une belle expérience. Je ne sais pas si ça va pouvoir recommencer un jour, honnêtement, j'en ai aucune idée, mais j'ai pu aller en France 2 fois pour ce type d'événement-là. Puis j'en garde des super beaux souvenirs encore aujourd'hui. J'imagine que ça doit être intimidant, là, voir autant de monde se rapprocher en même temps. Je sais pas si t'es quelqu'un qui aime avoir sa bulle dans la vie, mais ça doit vraiment être envahissant des fois, là. Ben oui, moi, je suis super gênée. Il y en a plein qui me disent comme, mais voyons donc, ça paraît pas. Mais non, je suis super gênée, puis je fais vraiment comme de l'anxiété sociale. Tu sais, mettons, te donner une idée, là, comme aller dans une épicerie différente de la mienne, faut que je me parle. Parce que, je veux dire, je vais me promener dans les rangées, puis là, c'est comme, OK, là, je trouve rien, là, je trouve rien, puis là, j'aime vraiment pas ça. Tu sais, je suis bien chez nous, dans mes affaires, mais on dirait que quand je croise des gens, tu sais, dans des événements, on dirait que mon cerveau, il se met à on. Puis là, c'est comme, tu sais, c'est tous des gens que je connais en quelque sorte, parce que eux, ben, ils me suivent, ils me regardent, j'ai la chance d'interagir un petit peu avec eux sur les réseaux sociaux, puis tout ça, mais dans la vie de tous les jours, je suis vraiment gênée, puis c'est déjà arrivé quelqu'un qui me dit « Hey, je t'ai croisé au Carrefour Laval, mais je suis pas venue te voir, t'avais vraiment l'air bête. » Mais c'est comment... Nice, merci! C'est juste parce que je suis gênée, tu sais, puis je pense que j'étais toute seule aussi, fait que c'est comme, ben, j'ai pas un sourire d'en face, tu sais, mais quelqu'un qui vient me voir, je vais toujours être super contente, puis je vais toujours être vraiment disponible pour ça. Mais ouais, c'est ça. Les gens, des fois, ils pensent que je suis bête ou que je me prends pour un autre, mais c'est vraiment pas ça, là. C'est juste, c'est ça. Je suis gênée, puis des fois, j'ai de la misère à gérer tout ça. Tu sais, j'ai fait 2 années de suite, là, juste pour ados, puis je veux dire, c'est complètement fou parce que tu t'attends pas à ça la première fois. Moi, je pensais que ça allait être un meet-up classique, mais non, c'est tu passes dans des rangées, puis là, t'as comme Marimé à côté de toi, puis tu sais, t'as plein de vraiment big shots du Québec qui sont à côté de toi. Puis là, t'as plein de gens qui crient ton nom alentour, puis j'ai fini. La deuxième fois que j'ai fait le jeu pour ado, j'ai fait comme une méga chute de pression, puis je filais pas après parce que c'était juste tellement intense. Puis tu sais, j'étais super contente d'avoir vu tout le monde, mais il y a plein de gens que j'ai pas pu voir. Il y en a qui m'ont écrit pour me dire qu'ils étaient déçus, puis j'étais comme non, je peux pas dealer avec ça, là, ça va pas, tu sais. Mais bon, après, je me parle, puis ça va bien. Mais ça reste que c'est ça, c'est drôle parce que, tu sais, je dis tout le temps, j'aime pas avoir l'attention sur moi, mais tu sais, c'est comme moi, j'ai peut-être mal choisi qu'est-ce que je faisais, mais c'est le fait d'être tout le temps chez nous, tu sais, qui donne l'impression d'être plus seul que qu'est-ce que c'est réellement, tu sais. Puis tu parlais de l'épicerie aussi. Est-ce que tu penses que tu as un certain syndrome de l'imposteur quand même assez développé, dans le sens que tu entres dans une pièce, puis là, quand tu te fais reconnaître, c'est comme, t'es pas encore habitué à ça? Ah, je sais jamais comment réagir quand on me reconnaît. Je suis tout le temps comme...
Salut! Mais tu sais, c'est parce que moi, c'est tellement important pour moi, j'aime pas ça. Je veux pas avoir l'air de me prendre pour une autre. Tu sais, je veux dire, je suis fière de ce que j'ai accompli, mais en même temps, c'est tout le temps comme. Pas j'essaye de me dénigrer, mais tu sais, on dirait des fois, j'essaye de, d'enlever en importance qu'est-ce que je fais, tu sais, parce que je veux pas que les gens ils pensent que je suis snob ou quoi que ce soit, tu sais, parce que c'est vraiment pas mon intention. Fait que quand les gens, tu sais, je suis tout le temps contente de voir les gens, mais je sais jamais comment réagir. Puis tu sais, des fois, surtout à l'époque, là, il y avait des très, très jeunes filles qui venaient me voir. Puis c'était comme leurs parents qui les poussaient de venir me voir. Puis ils étaient full gênés. Puis je suis comme, OK, ah ouais. Puis je me parlais à moi. Puis j'étais juste comme, OK, déjeune-toi. Parce que là, si toi puis elle, vous êtes gênés, ça va pas pantoute. Là, ça va être difficile. Fait que c'est sûr, des fois, c'est ça. C'est pas toujours évident. Puis, tu sais, ben, quand tu es dans ta bulle, tu sais, surtout en ce moment, en plus, là, je veux dire, on sort pratiquement pas. Puis quand on sort, ben, tu sais, c'est tout masque avec 2 mètres. Fait qu'en ce moment, c'est encore plus difficile, mais non, c'est ça. Je reste tout le temps super disponible. Puis si je suis awkward, c'est pas de ma faute. Je finis par me dégêner éventuellement. Madame, t'as l'air de bien te débrouiller. Par rapport à la COVID, t'en parlais, c'est plus difficile. Est-ce que pour vous, ça a eu un impact sur votre contenu? Est-ce que tu te sentais un peu moins inspiré ou quoi que ce soit, ou au contraire, ça t'a permis de revenir aux bases? Les deux, je dirais. Parce que ben, c'est sûr que étant tout le temps à la maison, ben, ça m'a permis de refaire du contenu. On a beaucoup plus vlogué dans la dernière année, je dirais. Sur ma chaîne principale, c'est vraiment, j'avais moins envie de faire de vidéos dans la dernière année, fait que je me forçais pas. T'sais, quand j'avais envie d'en faire une, ben là, je m'y mettais à fond. T'sais, comme en ce moment, j'ai vraiment envie de faire plein de vidéos. J'ai comme 15 vidéos dans ma liste de trucs à filmer. Fait que j'en filme un petit peu plus, puis je vais commencer à être un petit peu plus active, mais c'est ça, je me dis, je me stresse pas avec ça. En somme, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Tu sais, je veux dire, on travaillait déjà de la maison. C'est juste qu'est-ce qui est plus compliqué. Bon, les fermetures de commerce, des fois, tu as besoin de quelque chose rapidement, mais tu ne peux pas y accéder. Il faut que tu le commandes en ligne. Ça peut être un petit peu plus long. Évidemment, ben, on respecte vraiment les règlements. Fait qu'on n'invite pas de gens chez nous, tu sais, même à 2 mètres. Je pense que dans la dernière année, on a filmé 2 vidéos qui avaient besoin, tu sais, d'amis ou de gens extra. Mais tu sais, là, on était vraiment comme à 2 mètres. Puis c'était vraiment selon les recommandations qui étaient permises. Fait que c'est sûr que ça, malheureusement, ça nous coupe un peu côté créativité parce qu'il y a bien des choses qu'on ne peut pas faire. On avait prévu faire plein de contenus de voyage, comme dans la dernière année, on voulait aller en Nouvelle-Zélande, au Japon, on voulait retourner en Europe, mais évidemment, ça n'a pas pu se faire. Moi, de mon côté, sinon, tous les salons du livre ont été annulés. J'ai eu la chance d'en faire 2 en 2020, fait que c'est quand même mieux que rien. C'est ça. Là, pour cette année, j'ai aucune idée. Je pense pas qu'il va en avoir dans les prochains mois, en tout cas. Peut-être à la fin de l'année, j'espère. Mais ouais, fait que c'est sûr que ça a affecté un peu. Mais tu sais, en somme, on est vraiment chanceux parce que, bon, Jay est parti 2 mois aider en CHSLD parce qu'il est dans l'armée. Fait que pendant 2 mois, j'ai été toute seule. Mais tu sais, j'étais chez nous, j'étais au chaud, j'étais dans mes affaires. J'avais pas, tu sais, de soucis de quoi que ce soit, tu sais, j'étais en santé, puis je pense que c'est ça le plus important. Oui, c'est pas une situation qui est le fun pour personne, je veux pas minimiser qu'est-ce que personne vit, puis c'est vraiment pas le but, mais je considère quand même qu'on est très chanceux d'avoir qu'est-ce qu'on a, tu sais, puis de pouvoir continuer quand même à exercer qu'est-ce qu'on fait malgré tout ce qui se passe dans le monde. C'est pas le fun, là, j'avoue, là, j'ai vraiment hâte qu'on revienne à un semblant de normalité parce que, ben, je veux pas, tout le monde attend ça avec impatience, mais heureusement, c'est ça, on n'a pas été trop touché par ça. C'est sûr que c'est plate, mais on peut très bien vivre avec ça. Au moins, vous vous êtes bien adapté, puis ça n'a pas l'air de vous avoir trop affecté. Sinon, sur le plan professionnel, étant donné que monétairement, c'est un peu plus difficile pour les compagnies, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait moins de propositions de collaboration, ça? Est-ce qu'il y a eu une différence par rapport à ça? Non, on a vraiment été chanceux cette année. On a vraiment eu des belles collaborations, même je dirais plus que l'année précédente. Fait qu'est-ce que c'est une coïncidence? Je sais pas, mais on a vraiment été chanceux. On a travaillé, ben, entre autres, beaucoup avec Huawei, avec TELUS, avec Microsoft. Fait que bon, surtout des compagnies du côté plus informatique. Mais c'était vraiment cool parce qu'on a pu justement ben, continuer à faire des collaborations avec des compagnies qu'on aime beaucoup. On a pu continuer ben, à faire notre contenu aussi. Donc, on est vraiment
vraiment chanceux de ce côté-là, honnêtement. Mais ça, encore là, tu sais, à chaque année, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être parce que ça reste que, oui, des fois, on peut écrire à des compagnies pour leur proposer des produits, mais tu sais, il faut que A, ils soient intéressés, B, qu'ils aient le budget, qu'ils aient envie de travailler avec nous. Fait qu'on ne sait jamais d'année en année de quoi ça va avoir l'air. Puis c'est pour ça qu'après 10 ans, là, c'est fou 10 ans, qu'on se compte super chanceux encore d'avoir des compagnies qui ont envie de travailler avec nous et qui nous font confiance pour promouvoir leurs produits. Là, c'est vraiment exceptionnel. Puis parlant de collaboration, justement, pour revenir à ce que tu disais par rapport à Walt Disney, est-ce que des fois, vous êtes tellement impressionné par la marque qui veut collaborer avec vous ou par un projet qui vous est proposé que ça peut paraître intimidant? Est-ce que vous vous mettez beaucoup de pression parce que vous savez l'ampleur de ce projet-là, la confiance qu'ils vous ont dédiée? Oui et non, parce qu'on met le même niveau d'effort pour toutes les compagnies avec qui on travaille. T'sais, on ne fait pas comme, ben là, parce que elle, cette compagnie est moins importante que, par exemple, elle qui est une multinationale, on va moins travailler pour eux. Non, non, on met vraiment le même degré d'effort pour toutes les compagnies, mais c'est sûr que c'est vraiment impressionnant, quand il y a une compagnie que ça fait, ben, par exemple, Microsoft, que ça fait des années, là, je veux dire, depuis 2013 qu'on achète leur ordinateur, puis on était dans les premiers à avoir acheté X modèles, puis tout ça. Fait que, quand la compagnie te contacte, c'est comme, hey, on a envie de travailler avec toi pour ces ordinateurs, justement. C'est super cool parce que c'est comme, hey, c'est un produit que j'utilise, moi, depuis vraiment longtemps, puis que je suis contente de pouvoir partager ça à mes abonnés. Mais j'avoue que Disney, j'ai un petit peu crié quand j'ai vu le email parce que c'est juste, ben, ça reste, c'est ça. C'est Disney, tu sais. Mais c'est sûr que, tu sais, on se pousse vraiment à créer du bon contenu, mais comme j'ai dit, on a toujours le même degré d'effort là, pour toutes les compagnies avec qui on travaille. T'sais, on ne fait pas de favoritisme ou quoi que ce soit parce qu'il y en a une qu'on préfère à l'autre. C'est si on accepte de signer puis de travailler avec une compagnie, ben, c'est parce qu'on a confiance en nous, qu'on peut bien les représenter puis qu'on va faire du contenu qui est intéressant, non seulement pour eux, mais pour nous à offrir à nos abonnés. Puis étant donné que là, les contrats, ils sont beaucoup plus nombreux qu'au début de ta chaîne, bien évidemment, est-ce que tu trouves que ton quotidien a vraiment changé depuis le début? C'est sûr que tu as vieilli à travers tout ça. C'est quoi les points positifs et négatifs d'avoir adopté ce métier-là comme métier à long terme, seule source de revenus? Bien, c'est sûr que ça reste stressant d'une certaine manière parce que, ben, d'une certaine façon, on dépend entièrement des collaborations puis des visionnements. Tu sais, je veux dire, si demain matin, pour X raisons, YouTube puis Instagram ferment, ben, c'est comme too bad. On ne peut plus rien faire avec ça. Ben, c'est sûr que les chances que ça arrive demain matin, c'est quand même assez mince. Je veux dire que toutes nos chaînes puis tous nos comptes Instagram se fassent supprimer pour une raison X. Je veux dire, on Je vous le s'entend. souhaite pas, là. Mais non, j'espère pas. Mais ça reste que ben, c'est des réalités. Peut-être qu'à un certain point, déjà, ben, YouTube, on le voit déjà, il y a un petit peu moins d'engouement qu'au début. Même chose avec Instagram. Moi, je me suis pas mis à TikTok. J'en regarde, j'en consomme, mais je sais pas, je pense que je suis trop vieille pour ça, sérieusement. Là, je regardais, puis je regardais le truc pour en faire, puis c'est comme, ah non, 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 c'est pas pour moi ça. Mais je regarde plein de vidéos de chat là-dessus, j'aime vraiment ça. Puis, attends, qu'est-ce que je disais? Je parle trop, des fois, je me perds. Ouais, c'est ça. Dans le fond, non, non, attends. Tu parlais que c'est des fois un peu plus chargé, c'est un peu Ah oui, c'est plus... ça. Oui, ben, ça n'a pas tant changé depuis les dernières années, je veux dire, parce que le temps, mettons, que je passais à planifier ou écrire ou filmer une vidéo, ben là, peut-être que je vais avoir remplacé ce temps-là par faire les photos pour la collaboration, écrire le livre et tout ça. Mais comme j'ai dit tantôt, on n'a pas de journée prédéfinie, tu sais, ça dépend tout le temps. Comme là, je pense que cet après-midi, on va finir de filmer un vlog parce qu'on a commencé à le filmer il y a quelques jours. Bon, on n'a pas eu le temps de le terminer parce qu'on a eu d'autres choses qui est arrivé pendant la journée. Fait qu'on a l'avantage de pouvoir être super flexible. Ça, je pense que c'est l'avantage numéro un, honnêtement. Là. Je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait être dit d'autre. Là. On fait littéralement qu'est-ce qu'on aime le plus, puis on peut le faire sur notre horaire, sur nos temps. Donc, ça, c'est vraiment bien. Mais c'est sûr qu'on n'a jamais de journée off. J'essayais d'expliquer ça à mon amie, puis elle ne comprenait pas quand je disais j'ai pas de journée off. Mais tu sais, je veux dire, théoriquement, publier une photo sur Instagram, ça compte pour travailler. Répondre à des commentaires, ça compte pour travailler. Moi, je ne le vois pas comme ça. On ne compte pas notre temps de cette manière-là, mais ça reste que c'est un petit peu ça aussi. On n'a pas le choix de travailler un petit peu tout le temps. Fait que c'est sûr qu'il y a ça. Puis pour ce qui est des collaborations, ben généralement, on a une date où est-ce qu'on doit publier le contenu. Fait que c'est sûr que ça va prendre la priorité sur le reste. Mais c'est vraiment une question de balance, de voir OK, on a une journée, on a, mettons, 10 heures d'ensoleillement, qu'est-ce qu'on peut
faire dans cette journée-là pour maximiser tout le temps qu'on a. J'imagine que vous avez pu justement développer des techniques de productivité, d'être plus efficace. C'est quoi tes meilleurs conseils par rapport à ça pour quelqu'un qui se lancerait dans le domaine, qui veut partir sa plateforme? Il y en a beaucoup, c'est sûr, l'organisation. Nous, on est très méthodique. Là. On a une grosse structure d'organisation. C'est vraiment important pour nous. Fait que, soit les matins ou les soirs, tout dépendamment, bien, on va se faire une petite checklist de qu'est-ce qu'on a à faire dans la journée. Dans notre bureau, on a un gros tableau tactile où on a vraiment notre calendrier avec toutes nos tâches dans les prochains jours. Fait que, ça nous permet de voir qu'est-ce qu'il faut se concentrer, qu'est-ce qu'on doit faire en premier. Donc, ça, c'est sûr que ça aide vraiment beaucoup. Après, pour le reste, ben, je dirais avoir le bon matériel puis savoir où est-ce qu'on s'en va. Parce que si, par exemple, faire le montage d'une vidéo, ben, ça te prend 5 heures, alors que ça pourrait t'en prendre une si tu avais, par exemple, un logiciel qui était plus optimisé, si tu avais, tu sais, tout ça. C'est sûr que ça aide beaucoup, tu sais. On s'entend entre 5 heures puis 1 heure, ça fait une très bonne différence. Donc, il y a ça. Fait que c'est sûr que faire des petites recherches de ce côté-là, c'est vraiment important pour nous. Comme je vais donner l'exemple, on a acheté un slider pour faire des time-lapse dans nos vlogs, tu sais, pour que la caméra bouge d'un bout à l'autre. Puis on en a commandé un moins cher parce qu'on s'est dit, il va faire en masse la job, ça va être parfait. Puis finalement, ben, il a fini par briser. Fait que là, on a essayé de le réparer. On a perdu 2 heures de notre temps pour faire ça. Tandis que si on avait décidé dès le départ de comme prendre le meilleur qui est un petit peu plus cher, bien là, oui, c'est sûr que c'est plus cher absolument, mais on n'aurait pas perdu notre temps à essayer de le réparer, à voir qu'est-ce qu'on peut faire, à attendre le prochain qui arrive, puis tout ça. Donc, c'est vraiment, c'est sûr que c'est pas évident, je veux dire, dans les débuts, surtout quand tu veux te commencer une chaîne YouTube, tu n'as pas nécessairement le budget pour une tonne de matériel, puis tu sais pas si tu vas aimer ça non plus, mais au fil du temps, bon, tu commences avec qu'est-ce que tu as. Aujourd'hui, les téléphones sont tellement performants, c'est super facile d'utiliser vraiment son téléphone, puis là, ben, si tu vois que ta chaîne a grandi, que tu aimes ça, puis tu as envie de continuer dans ce rythme-là, ben à ce moment-là, tu peux commencer à faire un petit peu plus de recherche pour voir qu'est-ce qui peut être bon pour moi, c'est quoi mes besoins, qu'est-ce que j'ai besoin pour vraiment pouvoir pousser ma chaîne YouTube à son maximum. Parfait. Pour revenir un peu sur ce que tu disais tantôt par rapport à tes projets, si jamais tout plante, est-ce que tu as déjà pensé à une alternative? Est-ce que tu as des gros projets qui seraient sur ta bucket list que tu veux absolument cocher dans ta vie ou que si jamais à un moment donné, YouTube, ça va encore moins bien puis que de plus en plus, ça commence à s'atténuer étant donné qu'il y a d'autres plateformes éventuellement qui vont prendre le dessus? Est-ce que tu as pensé à ce que tu pourrais faire? Oui, j'ai beaucoup de choses que j'aimerais faire encore dans la vie. Moi, c'est sûr que la plus grosse chose que je voulais, c'était écrire un livre définitivement. Donc, ça, je peux fièrement le cocher x4, ouais. Puis, ben, c'est ça, avec Dans la tête d'Anna, j'en ai plusieurs qui sont prévus aussi. Donc, à 2 ou 3 tomes par année, là, tout dépendamment comment les choses vont. Fait que c'est sûr que si je pouvais, parce que souvent, il y a bien des gens qui me demandent, est-ce que tu vas arrêter YouTube au complet pour te concentrer sur l'écriture? Pour le moment, c'est pas prévu. Je pense que les deux peuvent vraiment cohabiter l'un avec l'autre. C'est un petit peu plus de travail, un peu plus de gestion, mais ça se fait très bien aussi. Mais c'est sûr que c'est ça, l'écriture peut prendre plus de place dans ma vie, puis je serais vraiment contente avec ça. Mais il y a tellement de choses que je veux faire. Là. Je rêve d'ouvrir une crèmerie. Comme j'aimerais vraiment... Ça n'a pas rapport. Ben, t'es une grande fan de crème glacée. J'aimerais ça ouvrir ma crèmerie, mais encore là, je veux dire, c'est un projet que je pourrais faire peut-être en ayant encore des chaînes YouTube, montrer le processus puis tout ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait. J'ai tellement d'aspects puis de choses que j'aimerais faire que si tout arrête demain matin, c'est certain que je peux me revirer de bord puis que je peux trouver d'autres choses qui me tentent, un autre métier que j'aimerais ça exercer. Tu sais, je l'ai dit tantôt, écrire pour un magazine, j'aimerais vraiment, vraiment ça. Je l'ai déjà fait à petite échelle là, dans le cool puis le full fille. C'était le fun de faire des petits articles ici et là. Mais ouais, je sais pas, ce serait dur à dire. C'est sûr que là, ça me prendrait un petit peu de temps pour vraiment voir qu'est-ce que j'ai envie de faire puis qu'est-ce qui me tente puis qu'est-ce qui me motive. Mais heureusement, pour le moment, tout continue à bien aller puis tout roule. Donc, je me concentre vraiment là-dessus pour le moment. Puis, est-ce que tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale-là quand tu étais plus jeune? J'imagine, en partant ta chaîne, ça devait être vraiment un beau projet pour toi que tu tenais à cœur. Est-ce que, justement, comment tu fais pour entretenir cette fibre entrepreneuriale-là de toujours vouloir te surpasser, persévérer, toujours créer du contenu encore plus de qualité?
Bien, je pense que ça vient avec le temps, en sens où, tu sais, à un certain point, tu veux pas avoir l'impression de faire du surplace non plus, parce que, tu sais, bon, quand ça fait 5, 6 ans que tu fais le même nombre de vidéos à chaque semaine, puis que c'est toujours un petit peu le même contenu, ben, tu sais, tu as le goût d'avoir un petit plus, tu sais, un petit quelque chose supplémentaire. Puis moi, c'est ça, dans le fond, quand j'ai sorti mon premier livre, tu sais, c'était pas nécessairement pour remplacer YouTube, c'était vraiment juste pour avoir un autre projet à côté, puis quelque chose qui me drive puis qui m'amène ben c'est ça, un petit truc de plus dans ma vie. Mais non, j'ai pas toujours été comme ça. Tu sais, j'avais tout le temps des petits projets ici et là quand j'étais jeune, mais tu sais, que je mettais jamais à terme parce que bon, ben justement, là, j'avais 10 ans puis je voulais écrire un magazine. Fait que tu sais, je tapais dans Word, je faisais mon petit magazine puis tout, mais tu sais, c'était zéro professionnel puis tout ça. Mais je pense que le fait aussi que Jay soit comme moi et même fois 10, je veux dire, le gros problème avec nous, là, c'est que des fois, j'arrive avec une idée de projet à comme 11 h le soir, puis il me dit pas, ah ouais, ce serait cool. Il me dit, ah, OK, fait qu'on pourrait faire ça pour le réaliser. Fait que c'est comme, non, mais on n'a pas le temps de faire ça, on peut pas le mettre. Fait que c'est un gros plus, je dirais, là, parce que, tu sais, t'es pas tout seul dans tes projets, tu as quelqu'un qui est là pour t'aider. Puis même si, ben, comme mon idée de crèmerie, je suis consciente que ça n'arrivera pas demain matin parce que ça prend beaucoup plus de temps et d'implication que qu'est-ce que j'ai en ce moment. Mais c'est quelque chose que je garde dans le fin fond de ma tête puis que j'espère peut-être pouvoir réaliser un jour. Ce serait le fun, en tout cas. On te le souhaite beaucoup. Sinon, pour l'avenir, c'est quoi tes prochains projets qui s'en viennent en ce moment? Ben là, j'ai dans la tête d'Anna 2 qui, normalement, si tout va bien, devrait sortir à la fin du printemps, puis le troisième cet automne. Fait que déjà, c'est quand même... j'ai hâte, là, je suis excitée. J'ai déjà vu les couvertures du tome 2 et 3 de quoi ils vont avoir l'air. Fait que j'ai hâte de pouvoir le tenir dans mes mains, celui-là aussi. Puis 2020, j'ai vraiment été plus relax sur la création de contenu, tout simplement parce que j'avais d'autres choses en tête. Mais cette année, on dirait que ça me tente vraiment plus de me remettre là-dedans. J'ai plein d'idées de vidéos, puis je suis vraiment beaucoup plus motivée que qu'est-ce que j'étais l'année passée. Donc, ben, comme je l'ai dit tantôt, je prends l'inspiration quand elle vient, puis en ce moment, mais j'ai vraiment... j'ai bien hâte pour ça, mais sinon, c'est sûr que j'aimerais ça pouvoir voyager cette année. Je pense pas que ça va arriver malheureusement, mais on voit des ondes positives dans l'univers. Je pense que c'est ça, on va voir comment les choses vont se dérouler, puis comment... c'est ça, on verra où la vie va nous mener. On te souhaite de pouvoir faire des lancements aussi à l'international, que tes autres tomes de Dans la tête d'Anna connaissent un grand succès. En fait, j'en doute même pas. Je suis pas mal convaincue que ça va connaître un grand succès. Sinon, par rapport à tes plateformes, où est-ce qu'on peut te trouver si les gens s'intéressent à aller écouter tes vidéos? Oui, donc sur YouTube, ma chaîne, c'est Catherine, mais on a aussi Kat et Jay qui est notre chaîne de vlog de tous les jours. Sinon, je suis super active sur Instagram aussi sous le nom de Girly Addict. Puis Facebook et Twitter, encore Girly Addict aussi, si jamais ces plateformes-là vous intéressent. Super, mais merci d'être venu au podcast. C'était vraiment une belle discussion, sérieusement. J'aime à quel point t'es comme relax, t'es smooth, puis tu disais que t'étais gênée, mais finalement, t'es une très, très bonne communicatrice, là. Ben, merci de m'avoir reçu, c'est vraiment gentil. Super, puis pour les gens qui écoutent en ce moment, n'oubliez pas de laisser un rating, de vous abonner à la chaîne YouTube du Jason Ambition Podcast si vous l'écoutez en version vidéo. N'oubliez pas non plus d'écrire dans les commentaires ce que vous avez aimé de ma discussion avec Catherine. Bien évidemment, c'est sûr qu'il va y avoir des choses que vous avez aimées. Ce qu'elle nous a partagé était super intéressant. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du Jason Ambition Podcast.